Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'algodystrophie, une maladie que vous avez pu développer après avoir subi un traumatisme ou une chirurgie au niveau de votre main ou de votre poignet, par exemple. Donc, je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit et quels sont les traitements possibles qu'on peut proposer actuellement. Donc, pour ma part, je suis kiné spécialisée en rééducation de la main et je travaille à Lyon. Et je m'intéresse tout particulièrement justement à cette maladie qu'on appelle l'algodystrophie ou également le SDR, c'est syndrome douloureux régional complexe. Donc ça, c'est son nouveau nom. Donc du coup, je vais essayer de répondre aux questions que j'ai l'habitude que les patients me posent. Donc je vois beaucoup de patients justement atteints de cette maladie et ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. D'ailleurs, nous non plus, en tant que professionnels de santé, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer de répondre le mieux possible aux questions que j'ai l'habitude qu'on me pose vis-à-vis de ça. Donc du coup, l'algodystrophie, c'est une maladie qui est complexe, comme c'est indiqué dans son nom, et qui peut être vraiment impressionnante justement vis-à-vis des douleurs et de comment votre main peut devenir justement à cause de cette maladie. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc ça, c'est déjà bon à savoir, c'est pas quelque chose de grave. Donc si vous prenez bien en charge, que vous êtes bien soigné, vous devriez pouvoir récupérer votre main comme avant. Par contre, il va falloir vous préparer psychologiquement parce que ça dure longtemps. C'est une maladie qui peut évoluer sur 6 mois, 1 an ou 2 ans, voire même plusieurs années encore. Ça dépend des patients. Donc pour vous expliquer tout ça, du coup, je vous ai préparé un PowerPoint. Donc du coup, le déroulé de la présentation, je vais d'abord vous définir ce qu'est donc l'algodystrophie, qui est concerné et pourquoi. Je vais ensuite vous parler justement du traitement médical donc, que les médecins ou les chirurgiens pourront vous proposer. Et puis je vais vous parler justement de la partie qui me concerne, justement de traitement kiné. Donc il y a une partie qui est classique et une partie qui est vraiment spécifique à cette maladie. Donc la description de cette maladie. Juste pour déjà éclaircir un petit peu les choses, l'algodystrophie, ce n'est pas une maladie que vous allez attraper comme on peut attraper une infection avec une bactérie, par exemple. En fait, c'est une maladie que votre corps va lui-même développer. Un petit peu comme les maladies auto-immunes, en fait, on ne sait pas pourquoi le corps il développe des maladies, il développe des problèmes, des symptômes, comme on peut le voir avec l'algodystrophie. Donc pourquoi il fait ça? En fait, c'est un espèce de bug du cerveau et du système de régulation de la douleur. En fait, cette douleur, elle est là, elle est augmentée, et elle est permanente. Et en fait, voilà, le cerveau, il envoie de mauvaises informations en permanence à votre membre. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, mais du coup, cette algodystrophie, la gravité de cette algodystrophie, elle n'est pas forcément proportionnelle à la lésion initiale. C'est-à-dire que pour un petit traumatisme, vous pouvez avoir une algodystrophie énorme, ou inversement, un énorme traumatisme et développer seulement une petite algo. Donc du coup, la définition officielle de cette maladie, c'est un caractère disproportionné de la douleur par rapport à la lésion initiale. Par exemple, si on se fait une entorse ou qu'on enlève un petit kyste du poignet avec une chirurgie, c'est pas normal que vous ayez mal pendant plusieurs mois. Donc c'est sûrement que vous avez fait une algodystrophie. Donc important à savoir aussi, on pourra vous dire que vous avez développé cette maladie parce que vous êtes quelqu'un de stressé ou d'anxieux, ou même que c'est dans votre tête. Donc c'est pas vrai, il y a vraiment des troubles biologiques au niveau local, c'est-à-dire qu'on va vraiment constater qu'il y a des problèmes nerveux, par exemple au niveau de votre main ou de votre bras, et du coup ça n'a rien à voir avec l'état psychologique dans lequel vous êtes. Il y a des gens qui sont tout à fait zen et qui peuvent malgré tout développer une algodystrophie. Donc, quels sont les symptômes de cette maladie? Donc, les symptômes les plus fréquents, enfin, c'est ceux que vous allez avoir systématiquement, c'est la douleur qui est très importante et la diminution de la souplesse du coup de votre doigt et de votre poignet, par exemple, si on considère que c'est cette partie-là. Vous aurez également d'autres symptômes qui seront présents, comme le gonflement. Donc, vous aurez la main et le poignet très enflés, comme vous pouvez voir sur la photo à droite. Une température anormale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la main soit très chaude, soit très froide. Des problèmes de sudation, donc vous allez transpirer sans raison, même s'il ne fait pas forcément chaud dehors. Et vous pouvez avoir des poils qui poussent, donc par exemple pour une femme qui n'a normalement pas de poils à la main, elle peut avoir des poils qui vont pousser justement à cause de ce bug neurologique. Donc vu qu'il s'agit d'un problème neurologique, eh bien, on va avoir d'autres symptômes justement qui vont heureusement être réversibles. Et la réorganisation de votre cerveau va vous créer des sensations par exemple de morcellement ou d'amputation. Comme quelqu'un qui se fait amputer, il peut avoir des douleurs de membres fantômes. Ça peut être la même chose justement avec une algodystrophie. Donc ça vous fera plein de sensations bizarres. Il ne faudra pas hésiter à en parler avec votre médecin parce que c'est quand même assez perturbant et voir s'il y a des médicaments qui peuvent soulager ça éventuellement. Vous pouvez également développer ce qu'on appelle une allodynie. Donc une allodynie, en fait, c'est un trouble de la sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait, on va toucher, le fait de toucher, donc toucher de manière douce quelqu'un,
va lui déclencher des douleurs. Donc ça, évidemment, ce n'est pas normal. C'est bien sûr un problème neurologique également. Et donc, ça peut complexifier un petit peu justement la rééducation et votre prise en charge de manière globale. Vous pouvez également développer des douleurs à distance, c'est-à-dire que vous pouvez avoir eu une fracture au niveau du doigt, par exemple, et commencer à avoir mal à l'épaule. Ça, c'est typique de l'algodystrophie, c'est qu'en fait, la douleur est diffuse et elle remonte. Donc, elle peut remonter à l'épaule et même jusqu'à la mâchoire, en fonction des patients. Donc du coup, quelles sont les conséquences de ces symptômes? Donc, ils peuvent être bien évidemment très gênants au quotidien à cause de cette douleur qui est permanente. Donc ça peut avoir des répercussions sur votre sommeil, sur votre humeur, sur votre capacité à vous concentrer. En plus, ce ne sera pas toujours compris par votre entourage. En effet, vos amis, votre famille ou votre employeur, ils pourront ne pas comprendre pourquoi vous avez toujours aussi mal et pourquoi vous êtes toujours autant gêné pour une petite entorse ou une petite fracture, par exemple, plusieurs mois après. Donc, il faudra bien leur expliquer qu'il s'agit d'un problème qui est neurologique et qui met longtemps à guérir. Ça aidera peut-être à mieux comprendre votre situation. Vous aurez également une difficulté à bouger votre main comme avant. En fait, c'est la perte de mobilité et le gonflement qui vont vous gêner dans la fonction au quotidien de votre main. Donc, pendant un certain temps, vous n'arriverez pas à faire les gestes de la vie quotidienne ou du travail, par exemple. Donc c'est tout à fait normal et justement nous les soignants, donc les kinés et les médecins, on sera là pour vous aider à retrouver une gestuelle justement qui soit efficiente. Donc quelles sont les différentes phases de cette maladie? Donc il y a deux phases. Il y a la première phase qui est chaude et inflammatoire qui peut durer quelques semaines et la deuxième phase qui est froide avec des problèmes circulatoires qui peut durer quelques mois voire plusieurs années, ça dépend des patients. Ça c'est très variable. Donc la phase chaude, c'est du coup le moment où vous allez, c'est au tout début, donc la main elle sera très chaude, très enflée et elle sera très douloureuse. Vous aurez l'impression d'avoir une douleur cuisante dans la main. Elle sera même plus chaude que la main saine. Vous pourrez comparer quelqu'un pourra comparer en touchant. Il y a une vraie différence de température. Et dans la phase 2, c'est l'inverse. Vous aurez l'impression que votre main elle est gelée. Donc là c'est pareil, elle sera vraiment plus froide que la main saine. Et du coup il y aura des problèmes circulatoires et une raideur qui va s'installer. Donc en gros, nous, notre travail en tant que soignant, ça va être d'empêcher cette raideur de s'installer justement avant qu'on arrive en phase froide. Donc tout notre travail, il faut qu'on le fasse le plus possible en phase chaude. Donc forcément, c'est compliqué parce que c'est le moment où vous aurez très mal. Mais on va essayer de gérer ça justement avec les médicaments et les techniques de kiné pour assouplir le plus possible votre main durant cette phase pour ne pas avoir trop de séquelles pendant la phase froide. Alors, pourquoi on va développer cette maladie? En fait, on ne sait pas trop pourquoi encore. On suppose qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il semblerait que tout traumatisme des extrémités d'un membre, c'est-à-dire la main, le pied ou la cheville, pourrait induire une réaction inflammatoire. Et donc l'algodystrophie, ce serait le prolongement de cette réaction inflammatoire en fait, qui est exagérée et il y a également une difficulté à moduler la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle est permanente et ça, c'est pas normal. On suppose aussi peut-être que c'est l'immobilisation, c'est-à-dire le fait d'avoir un plâtre ou une attelle qui peut justement perturber le cerveau et engendrer cette espèce de bug, comme je vous l'ai décrit précédemment. Donc, comment on diagnostique cette maladie? Donc, c'est les professionnels de santé qui vont vous poser le diagnostic, et plus particulièrement les médecins. Après, nous, en tant qu'inés, on peut être mis sur la voie justement grâce aux critères de Budapest. Donc, en fait, cette maladie, on la diagnostique uniquement en observant vos symptômes et en vous posant des questions. Il n'y a pas forcément besoin de radio. Donc, la radio qu'on pourra vous prescrire, c'est une scintigraphie osseuse. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas si précis que ça comme examen, puisqu'il y a beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien sur la scintigraphie osseuse, mais qui en fait ont réellement une algodystrophie. Donc pour nous, ce qu'il y a de plus précis en fait en termes de pose de diagnostic, c'est justement ces fameux critères. Donc même pour vous, c'est quand même assez facile à comprendre. Donc il faut que vous ayez 3 critères sur les 4 qui sont décrits dans ce tableau. Donc vous ayez une douleur qui soit continue, qui soit permanente. Il faut que vous ayez un problème d'hypersensibilité, des problèmes de température, justement comme je vous disais, trop chaud ou trop froid, des problèmes de sudation, des problèmes d'œdème, des problèmes de raideur articulaire. Donc en gros, on est à peu près sûr, si vous avez 3 sur 4 de ces symptômes, on est quasiment sûr que vous avez une algodystrophie. Si par exemple vous n'avez qu'un seul symptôme sur ces 4, on est quasiment sûr que ce n'est pas ça. Donc par contre, il faudra faire attention parce que justement, il y a d'autres diagnostics possibles, en effet. Donc, par exemple, sur une fracture du radius, donc une fracture du poignet, c'est tout à fait normal d'avoir des douleurs très importantes, d'avoir des gonflements et d'avoir des difficultés à se servir de votre main.
En fait, ce qui ne sera pas normal et ce qui pourra justement vous mettre sur la voie de cette éventuelle algodystrophie, c'est si la douleur elle dure plusieurs mois, parce que normalement, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, vous êtes quand même censé aller mieux. Ou si vous allez mieux, que vous avez moins mal et que d'un coup, vous recommencez à avoir mal à nouveau. Donc ça, c'est pas normal. Il faudra peut-être en parler à votre médecin justement pour qu'il regarde si ce n'est pas une algo. Il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent être très douloureux mais qui n'ont rien à voir avec une algodystrophie. C'est par exemple si vous avez un plâtre qui est trop serré, donc ça va vous serrer les doigts et ça va déclencher des douleurs qui sont importantes. Si vous avez une infection, par exemple, si vous avez été opéré et que vous avez développé une infection sous le plâtre ou sous votre pansement, ça va être très douloureux aussi. On peut également avoir la compression d'un nerf après une fracture ou après une chirurgie, qui va déclencher de grosses douleurs également. Un conflit, donc c'est-à-dire un frottement de la vis, d'une plaque ou d'une broche qui va frotter avec vos tissus, par exemple avec vos tendons ou avec votre peau. Donc ça pareil, ça va déclencher des douleurs qui sont permanentes. Également un gros hématome, c'est-à-dire un gros bleu. Alors, quand on saigne beaucoup, ça fait un gros bleu et les gros bleus, ça peut être très douloureux également. Donc, comment elle va évoluer cette maladie? Elle évolue bizarrement parce qu'elle évolue justement en dents de scie en fait. Du coup, c'est assez perturbant pour le patient et pour le kiné aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des jours où vous irez bien et des jours où vous irez vraiment pas bien. Donc, ça va alterner comme ça entre aller bien et aller pas bien sur un certain temps. Donc, comme je vous disais, sur 2 ans, parfois plus, parfois moins. On a pu constater que des fois, il y a des signes mineurs qui persistent, même après avoir fait la rééducation comme il faut. Ça peut être une baisse de force, par exemple, au niveau de votre main. Bon, après, nous, en tant que kiné, on va essayer de tout faire pour éviter ça, justement. On s'est rendu compte que, justement, les patients qui avaient déjà bien récupéré en moins d'1 an, ils avaient en règle générale très peu de séquelles. Mais au contraire que les patients qui ont un diagnostic tardif, c'est-à-dire en phase froide, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ils avaient souvent plus de séquelles, parce qu'en fait, la raideur, elle est déjà installée, donc c'est plus compliqué. On sait que le risque de récidive, il est faible et qu'il est indépendant d'une nouvelle chirurgie. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que si vous avez besoin de vous faire réopérer pour X raisons, je vous en parlerai tout à l'heure, on sait qu'il n'y a pas de corrélation. Ce n'est pas parce que vous faites réopérer que vous allez forcément faire une nouvelle algodystrophie. Donc si vous avez besoin de vous faire opérer, il ne faut pas avoir peur. Donc maintenant, je vais vous parler du traitement médical. Donc je ne suis pas médecin, mais du coup, voilà, j'ai lu quelques articles pour savoir ce qui est conseillé justement dans cette maladie. Puis j'ai l'habitude de travailler avec les chirurgiens avec qui on en parle aussi, bien évidemment. Donc c'est une maladie qui est complexe, comme je vous l'ai déjà dit, et qui nécessite une prise en charge qui est précoce et qui fera intervenir justement plusieurs professionnels de santé. Donc on peut avoir besoin de voir un médecin, de voir un kiné, donc enfin, c'est pas vous pouvez avoir besoin, c'est une nécessité. Ça c'est obligatoire, mais vous pouvez également avoir besoin de voir un psychologue ou un hypnothérapeute en fonction de votre gêne au quotidien. Donc un psychologue, par exemple, ça pourrait être intéressant si vraiment cette maladie elle a trop de répercussions sur votre quotidien et sur votre morale. Et un hypnothérapeute, ça pourrait être intéressant si justement vous avez des difficultés à gérer votre douleur. Donc lui, il pourra peut-être vous aider justement à se laisser en hypnose. Malheureusement, il n'y a pas de médicaments qui guérissent cette maladie, mais on a des médicaments justement qui vont nous aider à empêcher cette maladie de s'installer. C'est quand c'est bien pris en charge dès le début, ou sinon à soulager justement votre maladie au quotidien. Donc le traitement médical, donc là c'est les médecins qui vont vous prescrire les médicaments dont je vais vous parler par la suite. On peut vous prescrire de la vitamine C. Donc si vous allez vous faire opérer ou vous venez de subir un gros traumatisme, on peut vous prescrire de la vitamine C en préventif. C'est-à-dire que si on prend 500 mg par jour pendant 50 jours, ça diminuerait le risque de développer une algodystrophie. Donc si on vous a prescrit ce médicament, c'est important de le prendre. En plus, on sait que ça fait pas de mal, ça a peu de conséquences sur votre corps, donc ça vous fera que du bien. Ensuite, le médecin donc, va vous prescrire un traitement antidouleur qui est hyper important dans cette maladie parce que, comme je vous l'ai expliqué, il va vous aider à supporter votre douleur au quotidien, mais il va aussi aider votre kiné à pouvoir vous mobiliser, à pouvoir vous faire travailler en fait. Il ne faut pas que vos séances de kiné soient insupportables, donc il faut absolument que vous ayez un traitement antidouleur pour vous aider à bien bouger votre main durant les séances. Ça vous aidera à mieux récupérer au final. Donc les médicaments, ça va être les opiacés faibles, comme la codéine par exemple, qu'on connaît tous, ou le paracétamol, ça dépend, des fois ils vont vous donner les deux. Donc le paracétamol, c'est le Doliprane, l'Efferalgan, etc. Donc le médecin peut également vous prescrire un traitement anti-inflammatoire qui sera bien évidemment important aussi pour limiter les symptômes.
On sait que les anti-inflammatoires classiques, comme l'ibuprofène, ne fonctionnent pas. Mais par contre, que la cortisone, ça fonctionne bien quand c'est pris en charge de manière précoce, c'est-à-dire vraiment dès le début où vous développez vos symptômes. Donc, vous pouvez en prendre 15 à 21 jours, ça dépend des médecins, ça dépend de ce qu'ils ont lu et de ce qu'ils préfèrent faire. Juste, il faut faire attention justement avec le traitement médicamenteux. Il ne faut surtout pas faire de l'automédication. Ce n'est pas à vous de prendre des médicaments. Il faut bien suivre ce que le médecin vous dit. Et notamment, il faut faire attention avec les antidouleurs parce que du coup, il y a un problème de dépendance en fait, aux antidouleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que vous dit votre médecin et pas prendre des antidouleurs n'importe comment. Peut-être que vous serez amené à voir un médecin de la douleur si vous avez trop mal et qu'on n'arrive pas à gérer ça avec la kiné et le traitement médical classique. Donc dans ce cas-là, le médecin de la douleur, en deuxième intention, il pourra éventuellement vous proposer ce qu'on appelle des blocs sympathiques. En fait, c'est, voilà, comme je vous dis, si on n'arrive vraiment pas à faire autrement, on peut vous proposer ça. Donc du coup, il s'agit d'une anesthésie locale qui sera faite en ambulatoire, c'est-à-dire que vous avez juste une demi-journée, on vous anesthésie le bras et puis après vous restez un petit peu en observation et après vous rentrez chez vous. Donc en fait, le but de cette anesthésie, c'est d'essayer de stopper justement l'arrivée de cette douleur au cerveau qui est permanente. Et le fait de la stopper de manière temporaire, déjà, ça va reposer un petit peu le cerveau et ça va permettre de faire un reset comme on pourrait le faire avec un ordinateur et d'interrompre justement ce bug sur le message nerveux douloureux qui est exagéré et permanent. Donc en gros, voilà, c'est un peu comme si on essayait de faire repartir à zéro. Il peut y avoir besoin de faire plusieurs blocs. Moi, mes patients, en règle générale, ils sont amenés à faire 2 ou 3 blocs sympathiques. Alors ensuite, donc ça, c'est votre chirurgien qui peut vous proposer éventuellement donc, une deuxième chirurgie pour 2 choses. Donc, soit il va vous proposer une chirurgie peu de temps après la première, s'il suppose que votre algodystrophie elle est due à ce qu'on appelle une épine irritative. Donc, une épine irritative, c'est un peu comme si vous aviez un caillou dans la chaussure qui vous fait mal en permanence. Donc, vous ne savez pas continuer à marcher avec ce caillou, on sait que ça ne va jamais passer, votre douleur. Donc là, le but de cette intervention, c'est d'enlever le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire, par exemple, enlever une plaque, une vis ou une broche qui pourra entretenir votre douleur et donc entretenir votre algodystrophie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça frotte sur des tissus, ça va vous faire mal. Par exemple, une broche qui va venir frotter sur un tendon, à chaque fois que vous allez bouger, ça va vous faire mal. Donc du coup, là, le chirurgien, il va pouvoir vous proposer éventuellement d'enlever le matériel et on va espérer que du coup, ça soulage ces douleurs et cette algodystrophie. L'autre possibilité, c'est éventuellement qu'il vous propose ce qu'on appelle une ténoarthrolyse. Donc c'est une libération des tissus au scalpel en fait. Donc là, il vous opère, il vous réendorme et ils vont essayer de venir couper toutes les adhérences qui se sont formées justement à cause de votre algodystrophie en fait. Par contre, cette chirurgie, les résultats ne sont pas toujours bons. C'est pour ça que le mieux, c'est vraiment bien travailler en kiné. Les résultats ne sont pas toujours bons et en plus, ça demande un investissement important de la part du patient. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez recommencé à reprendre le boulot et que vous n'avez pas de temps pour faire votre rééducation à la maison, ce n'est même pas la peine de l'envisager parce qu'il faut que vous soyez disponible, il faut que vous fassiez vos mouvements en permanence. Donc voilà, ça, ce sera à discuter avec votre chirurgien, c'est au cas par cas. Donc voilà pour ce qui est du traitement médical, juste quelques mots. Et maintenant, donc, je vais vous parler de mon côté à moi, donc du traitement kiné. Donc le traitement de cette maladie va demander un investissement important de votre part et de votre kiné qui devra être là pour vous soutenir et vous aider tout au long du traitement. Donc la rééducation, elle est au centre du traitement. En effet, c'est grâce à votre kiné que vous allez pouvoir récupérer votre mobilité. Il va aussi vous aider à soulager la douleur. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Votre douleur pendant les séances de kiné, il faut qu'elle soit supportable. Il ne faudra pas hésiter à dire à votre kiné si vous faites trop mal. Ce n'est pas normal de souffrir le martyre pendant les séances de kiné, par exemple. Donc du coup, il faudra bien discuter de ça avec lui. Moi, en règle générale, ce que je fais avec mes patients, c'est que du coup, s'ils ont trop mal, je leur dis de m'évaluer leur douleur sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, c'est pas de douleur du tout, et 10, c'est douleur insupportable. Donc moi, j'essaie de faire en sorte que pendant mes séances de kiné, mes patients, ils aient pas mal plus de 5 sur 10. S'ils ont mal plus de 5 sur 10, je leur dis, écoutez, prévenez-moi, et comme ça, on arrête la technique, parce que le but, c'est pas de vous traumatiser non plus pendant la séance. Donc on peut avoir un petit peu de séance pendant la douleur de kiné, mais il ne faut pas que ça dure plusieurs heures après la séance, du coup. Si ça dure plusieurs heures, si vous avez mal la nuit suivante, le lendemain et tout ça, c'est qu'on a trop forcé, donc il faudra le dire à votre kiné et il faudra qu'il diminue l'intensité de la séance la fois suivante. Si au fur et à mesure de vos séances de kiné, vos douleurs s'intensifient, il
faudra en reparler avec votre médecin. Du coup, c'est peut-être vos symptômes qui ont évolué avec une augmentation du coup des douleurs. Donc, on va voir pour réadapter le traitement antidouleur. Et il faut donc vous préparer encore à nouveau psychologiquement parce que c'est une rééducation qui est longue et qui est permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter 3 mois et reprendre après, sinon ça ne fonctionnera pas. Bon, vous avez le droit de prendre une semaine de vacances pour vous changer l'idée, bien sûr. Mais voilà, il ne faut pas partir 3 mois, y retourner, revenir, ça ne marchera pas sinon. Donc, quels sont nos objectifs à nous en tant que kiné? Donc, le but, c'est vraiment de maintenir ou de restaurer l'utilisation la plus normale de votre membre. Donc, dans tous les domaines de votre vie quotidienne, c'est-à-dire à la maison, mais aussi au travail, dans vos loisirs, etc., au sport. Donc, pour ça, on va utiliser plusieurs techniques. Donc, on va utiliser par exemple les mobilisations précoces qui vont aider à lutter contre l'exclusion de votre membre. Donc, l'exclusion de votre membre, c'est quand vous ne vous en servez plus en fait parce qu'il vous fait trop mal ou parce qu'il est trop raide et que vous n'arrivez plus à vous en servir. Donc, quand un membre il fait trop mal, en règle générale, on a tendance à l'abandonner en fait. Et je ne sais pas, par exemple, si vous êtes blessé la main droite, et ben, vous allez exclure votre main droite parce qu'elle vous fait trop mal et vous allez vous servir que de votre main gauche. Et ben, nous, on veut éviter ça justement parce que après la récupération est bien plus compliquée une fois que le membre il est exclu. Ensuite, on va également utiliser des techniques qui sont antidouleurs. On va utiliser des techniques de lutte contre le gonflement, des techniques pour gagner en souplesse justement au niveau des articulations, de vos doigts, de votre poignet, etc. Et on va faire un travail de réorganisation cérébrale. Parce que comme je vous l'expliquais, du coup, c'est un bug du cerveau en fait. Donc si on ne rééduque pas le cerveau, vous allez avoir du mal à récupérer votre main comme avant. Donc il faut travailler et sur la main et sur le cerveau. Donc du coup, si vous avez une algodystrophie au niveau du membre supérieur, c'est-à-dire au niveau du bras, moi c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais du coup je m'occupe rarement des pieds puisque c'est pas trop ma spécialité. Si vous avez une algodystrophie du coup sur le membre supérieur, le mieux c'est d'aller voir des kinés spécialisés justement en rééducation de la main. En fait, on a l'habitude justement nous de soigner ce type de pathologie. Donc vous trouverez l'annuaire de tous les kinés spécialisés de la main dans votre département ou dans votre ville sur le site que je vous ai mis là. Je vous remettrai un lien en dessous de toute manière, je vous remets le lien de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Donc en fait, c'est le GEMSOR, c'est notre association de kinés de la main en France en fait. Donc voilà, même si il habite un peu loin, enfin si le cabinet de votre kiné il est un peu loin ou si c'est pas pratique pour vous d'y aller, je vous conseille quand même de faire l'effort plutôt que d'aller chez le kiné en bas de chez vous, parce que si le kiné en bas de chez vous, malheureusement, il n'est pas formé, il ne pourra pas vous proposer tout ce traitement qui est assez complexe que je vais vous décrire justement. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir un kiné qui est spécialisé et que du coup vous êtes obligé de voir le kiné plus proche de chez vous pour X raisons, vous pouvez lui conseiller de regarder mon webinaire du coup, que j'avais fait cet été-là sur le traitement du coup, kinésithérapique de cette maladie. Donc en gros, c'est une mini formation en ligne pour les kinés et pour les aider à vous proposer le meilleur traitement. Alors, donc, comment va se passer la séance de kiné? Je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, votre kiné il va vous faire normalement un bilan. Donc, il va vous interroger justement sur votre douleur. Donc, il va vous demander l'intensité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur une échelle de 0 à 10, par exemple, 0 on a pas mal, 10 on a très mal. Il va également se demander qu'est-ce qui va aggraver votre douleur, par exemple, ou au contraire, qu'est-ce qui peut la soulager aussi. Donc, on saura par exemple que dans l'algodystrophie, la douleur elle peut être aggravée justement par des facteurs de stress. Quand les gens sont stressés, ça peut augmenter leur douleur. Donc, ça, c'est valable d'ailleurs pour toutes les douleurs en règle générale. Donc, votre kiné peut vous aider justement à essayer de mieux gérer cette douleur ou essayer d'éviter justement des situations à stress. Il va donc également regarder l'aspect de votre membre, s'il est enflé, s'il transpire, s'il est chaud ou s'il est froid, justement en fonction de la phase. Il va également mesurer vos amplitudes articulaires, donc comme la souplesse de votre poignet ou de votre doigt. Il pourra comparer au membre qui va bien en fait. Donc ça va nous fixer un objectif. Le but, ce serait d'essayer de rebouger de la même manière que le membre qui va bien. Et ça nous permet de savoir aussi justement si on progresse bien dans la rééducation ou si on stagne. Ensuite, il pourra effectuer un bilan de la sensibilité si vous souffrez d'allodynie. Donc, pour rappel, l'allodynie, c'est, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un toucher normalement non douloureux qui est ressenti comme douloureux par le patient, toujours à cause de ce problème neurologique. Donc, il utilisera des petits filaments en fait, qui lui permettront de cartographier du coup, votre zone douloureuse et de proposer un traitement en fonction. Et il pourra donc aussi vous proposer donc, un bilan fonctionnel, le Quick Dash. C'est un petit questionnaire à remplir en fait. Si votre kiné ne vous le propose pas, vous pouvez le faire vous-même sur Internet. Je vais vous mettre pareil le lien en dessous. En fait, c'est un petit questionnaire où vous devez répondre ce que vous arrivez à faire ou pas avec vos deux mains au quotidien. Ça va vous donner un ordre d'idée de votre gêne justement dans les tâches de la vie quotidienne. Donc, c'est porter des sacs de course ou des choses comme ça.
Donc ce bilan, vous pourrez le faire au début où on vous a diagnostiqué l'algo, à 6 mois par exemple après, et puis à la fin de votre rééducation. Donc, ça vous permettra de voir comment vous avez évolué dans votre quotidien. Donc je vais maintenant vous parler des différentes techniques que votre kiné il va utiliser. Donc peut-être que vous avez déjà fait des séances de kiné avant. Dans ce cas, vous connaissez peut-être sûrement cet appareil qui s'appelle le TENS, ou les patients appellent ça les électrodes du coup. Donc en fait, c'est une technique qui est antidouleur. C'est un peu comme les massages. En fait, ça va faire un courant qui fourmille et un courant qui n'est pas douloureux, ne vous inquiétez pas. Ça va venir vous soulager la douleur en fait. Et c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important dans votre maladie de bien venir soulager votre douleur pour éviter l'exclusion, éviter la perte de souplesse, voilà, pour pouvoir bien travailler pendant vos séances de kiné. Donc, par exemple, on peut commencer par les électrodes avant la séance pour ensuite pouvoir bouger plus facilement. Si vous avez vu un médecin de la douleur, c'est possible qu'il vous le prescrive à domicile, du coup, ce petit appareil, justement. En fait, c'est bien parce que c'est un traitement qui est simple et qui est inoffensif, contrairement aux médicaments qui, malheureusement, ne sont pas forcément très bons pour la santé. Donc voilà, si vous avez des douleurs permanentes, vous pouvez éventuellement demander à votre médecin de vous prescrire cet appareil en location pour quelques mois. Donc votre kiné il va également pouvoir vous proposer du massage, donc toujours pareil pour essayer de soulager un petit peu votre douleur. Donc celui-ci, s'il vous masse, il faut que ce soit un massage qui soit doux et indolore. Le but, c'est pas qu'il vous fasse mal, c'est vraiment pas, ça sert à rien, quoi. C'est pas ce qu'on recherche. Après, il pourra également vous proposer de faire vous-même de l'automassage. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez vous-même vous masser pour réhabituer justement votre corps au toucher. Parce qu'avec ce problème d'exclusion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir tendance à plus se servir du membre, mais aussi on va plus être habitué au contact du membre. Donc si vous massez vous-même, ça va vous aider à le réintégrer. Il faudra juste faire attention si vous avez des zones allodyniques, là, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas venir les masser, parce que si vous massez une zone allodynique, vous allez entretenir la douleur, en fait, voire même l'aggraver, en fait. Donc, il faut vraiment toucher si c'est supportable pour vous, si ça ne vous déclenche pas de douleur. Donc, la thermothérapie, c'est-à-dire que votre kiné va utiliser une thérapie par le chaud ou par le froid pour lutter contre la douleur. Donc, en fait, on va utiliser le froid en face chaude et le chaud modéré en face froide. Donc, il faudra faire attention parce que si c'est trop chaud ou si c'est trop froid, ça risque de vous déclencher de nouvelles douleurs. Donc, c'est surtout pas ce qu'on veut. On peut également vous conseiller des bains écossais, ça c'est possible que votre médecin ou votre kiné vous en ait parlé. Donc c'est une alternance de bain chaud et de bain froid que vous pouvez faire dans une bassine par exemple. Donc vous mettez de l'eau chaude et de l'eau froide. Attention, ni trop chaud ni trop froid, il faut que ça reste confortable. Et vous alternez comme ça, vous faites 2-3 minutes de l'un, 2-3 minutes de l'autre, vous alternez 4 ou 5 fois et vous finissez par du froid. Si ça vous fait du bien, il ne faut pas hésiter à le faire régulièrement. Si votre kiné a la chance d'avoir une piscine dans son cabinet, comme c'est mon cas, il pourra vous proposer du coup de la balnéothérapie. Donc en fait, dans l'eau, tout est plus facile, en fait, et notamment le fait de bouger. Donc si vous êtes dans une piscine avec une eau qui est en règle générale plutôt chaude, à plus de 30 degrés en tout cas, ou voilà, 33 ou 34 je crois, déjà l'eau chaude ça aide à se détendre, en plus le fait d'être dans l'eau, vous arriverez mieux à bouger vos doigts. Si le kiné il a également des jets de massage aussi, vous pourrez masser votre main justement sur ces jets, ça va toujours vous aider à soulager la douleur. Tout ce qu'on peut faire pour soulager la douleur, on prend en fait. Ensuite, il va vous proposer donc des mobilisations. Donc il y a plusieurs types de mobilisations. Il y a les mobilisations actives et les mobilisations passives. Les mobilisations actives, c'est quand c'est vous qui bougez en fait. C'est quand c'est vous qui faites le mouvement, par exemple des exercices sur la photo de gauche. Là, on voit que la personne est en train de passer la main entre les deux rouleaux et du coup de faire travailler sa main. Ou également, on pourra proposer des mobilisations passives. Donc, les passives, c'est quand c'est le kiné qui fait. C'est quand c'est le kiné qui vous mobilise ou par exemple qui vous installe en posture. En gros, vous êtes au repos, vous ne faites rien. Donc, ces mobilisations, elles seront nécessaires pour éviter la sous-utilisation de votre membre, parce que si votre membre il est tout raide et qu'il ne bouge pas, ben, vous n'arriverez pas à vous en servir. Donc voilà, du coup, ces mobilisations, il faut qu'elles soient faites chez le kiné, mais il faut aussi qu'elles soient faites chez vous. Parce que plus vous allez travailler, plus vous allez récupérer rapidement. Donc moi, j'ai fait un site internet, justement, donc je vais vous montrer ça. Alors, j'ai fait un site internet, donc pareil, je vais vous remettre le lien en dessous après. Donc là, vous avez un onglet vidéo auto-rééducation. Vous cliquez dessus, et là, vous aurez toute une série d'exercices. Donc moi, du coup, dans l'algodystrophie, je conseille quelques exercices que je vais vous montrer maintenant. Il faudra voir avec votre kiné, avec votre médecin, s'ils sont d'accord pour vous effectuer ces exercices. Pardon.
parce que vous avez peut-être une contre-indication par rapport à votre maladie. Je ne sais pas si vous avez une fracture, par exemple, on ne va pas pouvoir forcer sur la main ou des choses comme ça. Non. Ce sera en accord avec votre kiné et votre médecin pour effectuer ces mouvements. Donc, par exemple, moi, j'aime bien proposer... vous voyez, en fait, quand vous allez sur mon site, vous allez cliquer dessus et ça va vous envoyer sur une vidéo YouTube. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, proposer le bandage de la main. Donc, vous prenez une petite bande comme ça et en fait, vous allez faire vous-même l'enroulement de ce bandage autour de votre main. Ça bug un petit peu. Désolée, ma connexion n'est pas terrible. Ça bug même beaucoup. Est-ce que ça va repartir? Je n'ai pas trop l'impression. Ça ne marche pas très bien. En gros, du coup, c'est un bandage que vous mettez à la base de la main et vous venez entourer vos doigts avec et vous venez refermer vos doigts comme ceci. Donc, ça va travailler la fermeture de votre main. Et ça va vous aider justement à gagner en souplesse. Donc, ce bandage, cette posture avec le bandage, vous pourrez le faire à la maison, le garder 3 à 5 minutes et le faire plusieurs fois par jour, le faire le plus régulièrement possible et ça va donc vous aider à retrouver cette fermeture des doigts. Donc, ça, c'est la vidéo numéro 9. Je vais tout vous remettre en dessous, ne vous inquiétez pas. L'autre vidéo que je propose, c'est justement la rééducation des étirements en griffe. C'est-à-dire donc dans cette position, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo. En fait, quand on a justement une algodystrophie, on a du mal à faire ce mouvement. Donc ce sera bien de bien vous étirer à la maison, de bien venir tirer sur vos doigts comme ça pour assouplir des petits muscles dans la main qu'on appelle les intrinsèques de la main. Je propose également donc une autre vidéo qui sera les étirements donc des épicondyliens. Donc les épicondyliens, c'est les muscles de l'avant-bras en fait. Ces muscles, s'ils se rétractent, s'ils s'enraidissent, ils vont vous empêcher de bouger votre main correctement. Donc il y a plusieurs étirements, si ça veut bien marcher. Donc là, je suis en flexion de poignet, par exemple, et puis après, je montre une flexion de poignet des doigts, et après, je montre les étirements en extension de poignet, en extension des doigts. Donc ça, c'est pareil, ça va vraiment vous aider à assouplir votre bras et votre poignet. Je propose également une autre vidéo, c'est le travail de la dextérité, c'est-à-dire que justement, toujours à cause des problèmes de sensibilité, des problèmes de bugs neurologiques, vous allez avoir tendance à avoir du mal à vous servir de votre main. Et donc là, par exemple, sur la vidéo, je montre des petits objets à saisir, vous rentraînez à saisir des objets, donc par exemple des petits cailloux, des petites vis, enfin, des petits trucs que vous trouverez. Donc vous les saisissez justement avec votre main malade, hein, sinon ça ne sert à rien. Il faut bien prendre donc, avec votre main qui a l'algodystrophie, donc là par exemple, ce serait la main droite. Ouais, je vais juste m'entraîner à faire ça et ça va réintégrer ma main dans mon schéma moteur. C'est-à-dire que ça va me réhabituer à faire travailler la main. Voilà, donc on va repasser sur le PowerPoint. Alors, les autres techniques que votre kiné pourra vous proposer, c'est l'électrostimulation. Donc, en fait, c'est le même appareil que le TENS, sauf que là, on va obtenir des contractions, en fait. Donc, ce ne sera pas antidouleur, le but, c'est d'avoir des contractions. En fait, cet appareil, vous l'avez peut-être même déjà vu sur les pubs à la télé, par exemple, pour les gens qui veulent se renforcer les abdos. Donc, on met des électrodes sur les abdos et on vous vend que vous allez avoir des super tablettes de chocolat. Je pense que le mieux, c'est de faire vraiment des abdos. À mon avis, ça fonctionne mieux. Mais bon, voilà, là, c'est le même principe. En fait, on va avoir une contraction du muscle qui ne sera pas de votre fait, en fait. C'est l'appareil qui va déclencher la contraction du muscle. Et du coup, c'est vachement intéressant pour nous parce que vu que vous aurez un problème justement d'ordre moteur, que votre cerveau il aura du mal à dire à votre main de bouger, et ben là, c'est l'appareil qui va faire bouger votre main toute seule, en fait. Donc, c'est vachement bien. Et en plus, on sait que l'électrostimulation, ça aide à soulager la douleur. Donc, par exemple, là, je vais vous montrer une vidéo. Voilà, donc ça, c'est une dame qui avait du mal à plier ses doigts. Donc là, je lui ai mis les électrodes sur le bras. Donc là, ça contracte. L'appareil, il contracte au niveau de son muscle et ça relâche. Donc, en fait, c'est une alternance comme ça de contraction. 5 secondes de repos, 5 secondes de contraction. Et il y a d'autres techniques qu'on pourrait utiliser, par exemple les massages drainants. Pourquoi on fait des massages drainants? Parce que votre main, elle est enflée. Donc, il faut absolument qu'on arrive à la faire désenfler. Donc, voilà, c'est votre kiné qui pourra vous faire ça. Et moi, je vais vous montrer aussi, vous pourrez vous masser tout seul. Donc, en fait, le but du massage, ça va être de venir faire descendre l'œdème, c'est de l'eau en fait, c'est de la main, c'est de l'eau qui est dans votre main, pardon, et qui s'accumule. Et en fait, quand vous avez la main qui pend, bah, l'eau, elle va tomber le long de votre main. Donc là, le but, ça va être justement d'essayer de faire tomber l'eau dans le bon sens, donc en direction du cœur, enfin dans le bon sens de la circulation. Donc déjà, vous pouvez essayer de garder la main un petit peu surélevée quand vous êtes allongé ou quand vous êtes assis. Gardez la main surélevée, un peu comme on le ferait quand il fait chaud, en fait, l'été, on a les chevilles qui enflent.
Et du coup, on a tendance à mettre les pieds sur une table. Et ben, c'est vraiment le même principe, mais au niveau du bras. Et vous pourrez aussi faire des massages, donc toujours de ce qu'on appelle distal à proximal. Donc, distal, c'est du bout des doigts, à proximal, c'est la proximité, donc vers la base du membre. Donc si ma main elle est très enflée, je peux essayer de venir faire des petits massages comme ça, comme si j'essayais de presser une éponge et de faire évacuer l'eau de cette éponge en fait. Donc en gros, j'essaie d'écraser l'éponge et j'essaie de... Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, hein, c'est juste des petites pressions douces. Et voilà, je vais effectuer des pressions comme ça sur ma main pour essayer de chasser l'eau justement. Donc attention de ne pas remonter dans ce sens-là parce que sinon ça va faire l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc il faut bien aller toujours du bout du doigt vers la racine du membre. Vous faites vos petits mouvements comme ça. Vous pouvez aussi poser la main sur une table, sur un support qui est dur. Et pareil, écraser un petit peu la main comme ça, toujours du bout du doigt vers la racine. Alors, donc du coup, voilà la surélevation de la main, etc. Ensuite, on peut aussi vous proposer des attelles. Donc, le médecin peut vous prescrire une attelle ou le kiné peut vous le conseiller. Donc, il y a plusieurs types d'attelles. Donc, il y a une attelle de repos, par exemple, on va pouvoir vous proposer. Une attelle de repos, on va la faire avec... Il vaut mieux faire sur mesure, en fait, avec ce qu'on appelle du thermoformé. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un matériel qui va prendre la forme de votre bras et de votre main. Et ça va vous apporter un confort que vous n'aurez pas forcément avec les attelles qu'on peut trouver en pharmacie, en fait. Donc cette attelle de repos, elle va vous permettre d'être au repos, comme son nom l'indique, et ça va aider à soulager les douleurs, mais elle va aussi nous permettre d'éviter une installation de position vicieuse, c'est-à-dire que éviter que votre main s'enraidisse trop tendue ou trop pliée, par exemple. On peut aussi donc vous proposer une attelle de gain d'amplitude, donc ça c'est plus tard, c'est plutôt en phase froide, s'il y a justement des séquelles de raideur. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite, là, il y a des espèces de petits trucs en cuir là, qui viennent tirer les doigts en flexion à l'aide d'un fil de pêche en fait, que vous pouvez régler. Et du coup, cette petite dispositif va aider à travailler votre flexion. Donc, c'est un peu comme si on faisait une posture chez le kiné. Et là, vous avez une attelle qui vous permet de faire cette posture chez vous, donc le plus souvent possible. Donc, pareil, ça vous aidera à gagner en temps et en efficacité. On peut également donc vous proposer ce qu'on appelle un gant compressif. Donc c'est pareil, c'est un gant qu'on fera sur mesure. Ça, c'est les orthésistes qui s'occupent de ça. Donc ils travaillent souvent avec les chirurgiens. Donc c'est des personnes qui font des attelles justement, ou des gants compressifs. Le gant compressif, c'est un peu comme un bas de contention quand on a les chevilles enflées, toujours pareil, c'est le même principe. Sauf que là, ce sera adapté à votre main. Donc on fait un truc sur mesure et en gros, ça serre votre main et ça aide à enlever l'œdème, quoi. Ça aide à chasser l'eau, comme je vous disais, comme quand on presse une éponge en fait. Juste ce gant de contention, il vaut mieux le porter que la nuit parce qu'en fait, souvent c'est un peu serré et ça empêche un peu de bouger la main. Donc si vous le gardez toute la journée, vous n'allez pas bien vous servir de votre main. On va encore avoir ce problème du coup d'exclusion. Donc il vaut mieux le garder juste la nuit si c'est supportable. Pareil, si ce gant il vous serre trop et qu'il vous fait trop mal, il faudra retourner voir les orthésistes parce que c'est pas censé faire mal, enfin voilà, ça comprime un petit peu. Il ne faut pas que ce soit une douleur insupportable. Donc si ça vous fait mal, il faut retourner le faire et le réajuster. Alors maintenant, accrochez-vous parce qu'on va parler justement des techniques spécifiques à l'algodystrophie et donc on va parler un petit peu de neurologie centrale. Donc vous allez pouvoir trouver ça étonnant parce que vous avez un problème à votre main et moi je vais vous parler de rééducation du cerveau. Donc je vous explique pourquoi en fait on va avoir besoin de rééduquer le cerveau. On va s'aider justement de techniques qui s'appellent l'imagerie motrice. En fait, quand vous allez effectuer un mouvement avec votre main, c'est votre cerveau qui va donner l'ordre à votre main de bouger. Si votre cerveau n'est pas capable de donner l'ordre correctement à votre main de bouger, votre main ne pourra pas bouger correctement. Donc c'est toujours cette histoire de bug au niveau du cerveau dont je vous parlais. Donc en gros, il va falloir qu'on rééduque votre cerveau à donner les bons ordres au niveau de votre main pour que vous puissiez bouger votre main correctement. J'espère que j'ai été claire parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc en gros, on va essayer de bien faire travailler votre cerveau pour qu'il puisse se donner l'ordre correctement à votre main. Donc là, votre main, comme on l'a vu tout à l'heure dans les symptômes, elle ne bougera pas correctement à cause des informations qui ne sont pas bonnes. Donc vous pourrez avoir une perte de mouvement spontané, c'est-à-dire que la désorganisation du cerveau fera que pour bouger votre main, vous serez obligé de la regarder. Si vous ne portez pas l'attention sur votre main, vous n'arriverez plus à la bouger vous-même. Donc ça arrive souvent dans l'algodystrophie, malheureusement c'est normal, mais ça se travaille, ne vous inquiétez pas.
Donc, comme j'ai décrit tout à l'heure dans les symptômes, vous aurez une perturbation de la perception de votre main, votre membre qui peut paraître étranger ou paralysé ou carrément amputé. Par exemple, vous pouvez avoir l'impression que votre main elle va voguer autour de votre bras, ou vous pouvez avoir l'impression que votre bras est en plusieurs morceaux. Enfin, on a vraiment des ressentis, on peut vraiment avoir des ressentis bizarres. Il ne faut pas hésiter à en parler à vos soignants, justement, à échanger avec eux. On sait aussi que du coup, cette désorganisation cérébrale, elle serait à l'origine du coup de la douleur, en fait. C'est le fait que le cerveau il bug et qu'il fasse un peu n'importe quoi, qui déclenche justement vos douleurs, mais aussi le fait que votre main elle soit faible et que vous ayez du mal à contrôler votre main. Heureusement, du coup, après tous ces symptômes qui font un peu peur, on sait que le cerveau il a la capacité de se reconfigurer. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On va recréer des connexions là où il n'y en avait plus. Donc, je vais vous parler d'un exemple qui est assez facile à comprendre, j'espère. Donc, si quelqu'un se fait amputer de la main, vous savez qu'il existe des possibilités de greffe de main, justement. Donc, il se fait amputer de la main, qu'est-ce que le cerveau il va faire? Il va supprimer la zone de la main, puisqu'elle n'existe plus. Donc, le cerveau, s'il n'a pas besoin, il supprime. Donc, là, il n'y a plus de main, donc il supprime la zone donc, de sensibilité et de motricité de la main. Donc la personne, elle va se faire greffer. Mais comment on fait si son cerveau, il est plus capable, s'il n'a plus de zone pour contrôler cette main, y compris cette greffe de main? Et bien heureusement, on a la plasticité cérébrale qui nous permet donc de supprimer la zone, mais également de la recréer. Donc on va recréer cette zone grâce à l'imagerie motrice, donc grâce aux techniques que je vais vous décrire. Donc c'est des techniques qu'on utilise également justement après des amputations de main et en prévention d'une greffe. Donc voilà, pour l'algodystrophie, en fait, c'est le même principe. On va stimuler la zone du cerveau qui est un peu, elle n'a pas forcément supprimé votre main, mais en tout cas, cette zone est vraiment très perturbée. Donc on va d'abord essayer de rééduquer cette zone, de recréer de bonnes connexions pour qu'ensuite vous puissiez vous servir de votre main correctement. De votre côté, pour justement stimuler cette plasticité cérébrale, il sera important de porter l'attention sur votre membre quand vous le bougez. Justement, d'essayer de bien regarder votre main quand vous la bougez, ça va aider à recréer des connexions encore en plus. Donc voilà, il y a plusieurs techniques justement d'imagerie motrice. Donc il y a la thérapie miroir, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et les vibrations que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc la thérapie miroir, c'est un programme en plusieurs étapes en fait, ça prend un petit peu de temps. En fait, la thérapie miroir, ça consiste à observer la main qui va bien dans un miroir et donner l'illusion à votre cerveau que c'est la main malade qui bouge correctement et sans douleur. Donc en fait, on va essayer de tromper votre cerveau et on va essayer de réconcilier votre cerveau avec votre main. C'est-à-dire que là, votre cerveau, il a l'habitude d'avoir une main qui même physiquement ne ressemble pas à une main normale, qui est très rouge, très enflée et tout ça, et qui ne bouge pas bien. Donc en gros, là, on va faire croire à votre cerveau que votre main, elle va bien, qu'elle a un aspect normal et qu'elle vous fait pas mal et que vous pouvez la bouger sans douleur en fait. C'est vraiment un leurre du cerveau et justement, c'est cette préparation qui fait que vous allez pouvoir récupérer mieux votre motricité par la suite. Donc ce protocole, il se fait donc en 3 étapes. Il faudra vraiment respecter les étapes parce que ça ne sert à rien de commencer justement la thérapie miroir si vous n'avez pas fait ces étapes avant. Ça ne fonctionnera pas comme il faut. Donc ce protocole, il sera à effectuer à la maison de manière régulière. Ça va prendre du temps, ça va vous demander pas mal d'investissement, donc il faudra rester motivé parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à guérir. Donc moi, là, je vais vous expliquer comment se passe le protocole pour qu'au cas où, si vous ne pouvez pas le faire chez votre kiné, ben voilà, vous ayez les éléments en main pour que vous puissiez le faire au moins chez vous. Donc, je vous laisserai mon adresse mail à la fin aussi si vous avez des questions. Je pourrai tout à fait vous répondre, bien sûr. Donc d'abord, vous allez commencer par la reconnaissance de latéralité. Donc qu'est-ce que c'est la reconnaissance de latéralité? C'est tout simplement dire s'il s'agit d'une main gauche ou d'une main droite. En fait, ça paraît simple comme ça, mais quand on a une algo, et toujours à cause de ce problème de réorganisation cérébrale, on a du mal à savoir si c'est une gauche ou une droite. En fait, on a des problèmes de latéralité. Donc, dans cette première phase, on va essayer de rééduquer ce problème justement en s'entraînant, un petit peu comme si on faisait du sport, on s'entraîne, et à force de le faire, on y arrive mieux. Donc votre kiné il pourra vous fournir une série d'images de main, donc gauche et droite, comme vous voyez en bas de la diapo, dans des positions différentes, et vous devrez dire s'il s'agit d'une main gauche ou d'une main droite. Si votre kiné il ne peut pas vous fournir d'images, si ce n'est pas possible, on sait qu'il y a une application gratuite donc sur le téléphone qui s'appelle Orientate.
Donc là, bon, c'est sur Play Store, là, par exemple, mais vous l'avez sûrement sur iPhone aussi, je suppose. Donc vous voyez sur l'image à droite, en gros, il faudra juste dire, ça va vous mettre des photos de main, il faudra dire s'il s'agit d'une gauche ou d'une droite. Donc comment ça se passe au niveau de cette reconnaissance de latéralité? Vous devrez regarder une quarantaine de photos par séance. En fait, vous pourrez vous chronométrer à chaque séance et noter le nombre d'erreurs, sachant que le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Donc en fait, vous verrez que quand vous progresserez, vous irez de plus en plus vite et vous ferez quasiment plus d'erreurs. Vous n'aurez pas le droit de faire de mouvements avec votre main ou votre tête pour pas vous aider, parce que sinon c'est de la triche. Donc il faut faire travailler uniquement le cerveau. Et vous pourrez également remplir une petite fiche où vous noterez les jours et les horaires où vous avez effectué vos séances, le temps que vous avez mis, le nombre d'erreurs que vous avez faites, mais aussi les sensations que vous avez eues. Comme ça, vous pourrez les partager avec votre kiné ou avec votre médecin. Donc cette phase, elle dure 1 à 2 semaines, justement, en fonction de la capacité que vous avez à justement reconnaître la main droite ou la main gauche. Les mouvements imaginés. Donc ça, c'est la deuxième étape du coup de cette phase, de ce traitement, excusez-moi. Donc c'est les mouvements imaginés. En fait, cette phase, elle va préparer et entraîner votre cerveau à réeffectuer des mouvements correctement avec votre membre, en imaginant d'abord les mouvements avant de les faire. On prépare le cerveau. En fait, c'est une pratique mentale à base de répétition qui est déjà connue justement chez les sportifs ou chez les... pardon, je me rends compte que je suis passée trop vite. Chez les sportifs ou chez les musiciens, qui vont, forcément, ils ont des mouvements complexes à effectuer et ils vont réentraîner leur cerveau pour justement les aider à refaire ces mouvements plus facilement. Donc, en fait, on se rend compte que juste le fait d'imaginer des mouvements, ça va augmenter l'activité du cerveau et ça va améliorer les performances de ces mouvements, justement. Donc, en gros, la pratique mentale, elle peut entraîner votre cerveau à effectuer des mouvements de manière aussi efficace que d'effectuer un mouvement en vrai. Donc, c'est assez fou parce que du coup, nous, ça nous intéresse bien parce qu'on sait que votre main, elle est très douloureuse et qu'elle ne bouge pas bien. Donc, si on peut réussir à faire travailler votre cerveau sans bouger votre main et sans créer de douleur, c'est tout bénef pour nous. Donc, je vais vous donner un exemple de mouvement imaginé qui a été fait dans une étude. Ils avaient pu constater, par exemple, qu'un nageur donc, qui a l'habitude d'effectuer un 100 mètres papillon, s'il est chez lui tranquille, en train de s'imaginer vraiment bien concentré qu'il est en train d'effectuer cette nage, on va constater qu'il y a une augmentation de sa fréquence cardiaque, de sa ventilation pulmonaire, comme s'il était en train de faire l'effort réellement. Alors qu'en fait, il n'a aucune raison d'augmenter son rythme cardiaque ou sa ventilation, puisqu'il est au repos. Il est au repos, mais en fait, le cerveau, il a un impact tellement important sur le corps que ça va faire comme s'il avait besoin d'une augmentation en oxygène, et du coup, il adapte la réaction du corps. En gros, c'est pour vous montrer que rien qu'en imaginant des choses, on peut vraiment... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de votre corps, en fait. Donc, pour adapter du coup cette technique à votre maladie, on va faire la pratique mentale sur des photos de main, toujours pareil. On va reprendre les mêmes photos de la main. Et du coup, vous devrez avoir l'impression d'effectuer les mouvements et de les ressentir. Donc pour ça, il faudra que vous soyez installé dans un endroit calme qui soit propice à la concentration, avec les mains placées sur une table de manière confortable, avec un petit coussin par exemple. Il ne faut pas que ce soit désagréable. Et donc, vous prendrez des photos et vous vous imaginerez prendre la position de la photo et revenir à la position de repos. Donc par exemple, là, si on veut imaginer la photo de droite, donc vous êtes assis à votre table tranquillement, vous fermez les yeux, vous vous imaginez en train de saisir le couteau, quelques secondes, reposez le couteau et reposez votre main. Donc rien que le fait d'imaginer ces mouvements, déjà, ça va vous aider. Si vous n'avez pas de photos à disposition, parce que vous n'êtes peut-être pas toujours chez vous tranquille en train de regarder vos photos, vous pouvez juste déjà essayer d'imaginer des mouvements. En fait, plus vous allez imaginer vos mouvements, plus vous allez récupérer vite. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer des mouvements que vous avez l'habitude de faire au quotidien, par exemple l'écrire, attraper une pomme ou éplucher des légumes, et pareil, bien vous concentrer sur ces mouvements et bien vous imaginer avec votre main malade effectuer ces mouvements. Donc ça, c'est pareil, ce sera à faire le plus souvent possible. Plus vous faites de séances, plus vous récupérez vite. Donc cette étape, elle peut durer 1 à 2 semaines en fonction de votre capacité à imaginer facilement les mouvements. Ensuite, donc la fameuse thérapie miroir. Donc là, on arrive à la dernière étape et qui est la plus importante. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il faut que les deux autres soient faites avant, soient acquises avant. Donc le miroir, il va tromper votre cerveau. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un leurre. Donc le reflet de votre membre sain va donner une image normale à votre membre malade, à votre cerveau.
En gros, vous devrez avoir l'impression de regarder votre main à travers le miroir, comme si le miroir était transparent. Donc là, vous voyez sur la photo, la dame, là, quand elle fait son exercice, elle a l'impression que sa main gauche, c'est sa main droite. Donc en fait, si c'est sa main gauche qui est malade, elle va avoir l'impression que sa main gauche, elle bouge aussi bien que la main droite et qu'elle a un bon aspect esthétique. Enfin, c'est pas esthétique qui nous intéresse, c'est physique, je voulais dire. Donc voilà, cette tromperie visuelle du cerveau va améliorer justement la réorganisation cérébrale. Et grâce à ça, ça va vous aider à obtenir une diminution de vos douleurs de repos, une diminution de vos douleurs d'activité et éventuellement une diminution de votre allodynie. Donc l'allodynie, c'est, comme je vous avais dit, le toucher qui est normalement non douloureux, qui devient douloureux. Donc là, je vais vous montrer un exemple du coup de tromperie visuelle. Donc sur YouTube, des vidéos bizarres qui sont là. Alors. Donc, c'est l'expérience de la main en caoutchouc. Donc là, vous pouvez voir ce monsieur. Du coup, on lui met deux mains devant lui, donc une main en caoutchouc et sa vraie main. Et on cache sa vraie main gauche derrière un miroir. Là, le monsieur, il va passer un pinceau sur sa main en caoutchouc et il va passer un pinceau sur sa vraie main en même temps. Ce qui fait qu'en fait, le patient, il va s'approprier cette main en caoutchouc. Et du coup, ça donne ça. Donc là, il caresse. Du coup, il sait bien que c'est pas sa main. Hop. Et quand on met un coup de fourchette, ben, il croit que c'est la sienne. Et voilà, il a eu un peu peur. Et c'est normal, c'est parce qu'il sait bien approprier justement sa main. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec la thérapie miroir. Voilà, donc en pratique à la maison, qu'est-ce que ça donne? Donc il faudra que vous ayez un miroir qui permet un isolement complet de votre membre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous puissiez voir votre main pour que justement que l'illusion elle soit le mieux possible. Voilà, il faudra faire comme si votre miroir il cachait complètement votre main et voilà. Et pardon. Oui. Donc du coup, il faudra être également dans un lieu calme. Il faudra être bien concentré justement pour effectuer ces mouvements. Le miroir, pardon, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez trouver des miroirs pour une quinzaine d'euros, comme la dame elle a un petit peu sur l'image. Je vous mets un lien en dessous justement du miroir que vous pouvez acheter sur Internet. Ensuite, il faudra donc effectuer des séances qui sont fréquentes mais courtes, parce qu'en fait, c'est fatigant, ça demande beaucoup de concentration. On ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est vraiment fatigant. Et du coup, j'ai même une patiente moi, qui me racontait quand elle faisait ces séances de thérapie miroir, elle faisait 5-10 minutes maximum, et après, elle est obligée de faire la sieste, parce que ça lui demandait trop d'énergie. Donc voilà, il vaut mieux faire pas longtemps, mais bien comme il faut. Donc, vous allez faire plusieurs étapes quand vous allez commencer cette thérapie miroir. Donc, dans un premier temps, vous allez observer votre main saine, donc sans mouvement. En gros, vous allez vous approprier justement la main saine en main malade, on va dire. Comme le monsieur dans ma vidéo, quand il mettait le pinceau, il était en train de lui faire imaginer que c'était sa main à lui, en fait. Bah, là, c'est pareil. On va prendre un temps pour faire uniquement de l'observation et bien mettre en place le principe d'illusion. Quand vous avez réussi à tromper votre cerveau, on va dire, vous allez essayer d'exercer des mouvements des deux mains en même temps. Donc, ça peut être des mouvements de flexion, extension des doigts, écarter, serrer les doigts, plier, tendre le poignet. Donc, peut-être que vous n'y arriverez pas avec votre main malade, par exemple, c'est votre main droite. C'est pas grave, vous essayez quand même de le faire. Donc, peut-être que ça va donner ça, genre la main droite, elle va plier comme ça, alors que la main gauche, elle sera pliée comme ça. C'est pas grave. On veut que votre cerveau, il pense que votre main, elle fonctionne bien. Comme je vous ai dit, on veut faire stopper ce bug. On va faire croire à votre cerveau que vous allez bien. C'est comme ça que vous irez réellement mieux. Si c'est possible, si vous n'avez pas de trouble de la sensibilité, vous pourrez ajouter une manipulation d'objets. Par exemple, derrière le miroir, vous pouvez saisir un stylo ou saisir des objets. Ça va donner de la signification à votre mouvement. Ce sera d'autant plus efficace. Donc cette phase, vous l'effectuez tant qu'il y a une amélioration de la douleur et de la mobilité, en fait. Tant que ça vous fait du bien, tant que vous voyez que vous progressez, il faut continuer la thérapie miroir. Une autre technique d'imagerie motrice, c'est les vibrations. Donc ça, tous les kinés n'ont pas forcément ce petit appareil de vibration. Voilà, ça marche bien parce qu'en fait, il pourra vous le proposer s'il a, bien sûr. Ça crée une illusion de mouvement, mais là, on va être sur une tromperie qui est sensitive. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une tromperie avec les yeux, c'est une tromperie avec le toucher. Donc comment ça marche, du coup, cette technique de vibration? En fait, on va obtenir une illusion de mouvement parce qu'on va faire croire à votre corps que le muscle opposé à celui qu'on fait vibrer se contracte et ça va permettre de créer un mouvement virtuel. Donc, pour essayer de faire un petit peu plus simple, je vais vous montrer l'exemple.
Donc là, vous voyez par exemple sur la petite image que du coup, si on fait vibrer le tendon ici, donc devant le bras au niveau du biceps, au niveau du tendon du biceps, la personne elle va fermer les yeux et elle va avoir l'impression que son bras il se tend. En fait, on va avoir l'impression d'avoir une contraction du triceps, donc le muscle qui est derrière, et du coup, la personne elle va avoir l'impression que son bras il se tend. Donc ça c'est bien parce que vu qu'au début vous ne pouvez pas bouger, toujours la même chose en fait, le fait de faire croire à votre corps que vous arrivez à bouger correctement, et pareil, ça va le réconcilier avec votre main. On sait donc que ça améliore la souplesse et que ça diminue également les douleurs chroniques. Donc, quand vous avez mal depuis longtemps, on sait que cette technique d'imagerie motrice par les vibrations, elle fonctionne bien. Une autre technique aussi qui n'est pas de l'imagerie motrice mais qui peut être intéressante pour vous, ça c'est pareil, vous pouvez le faire à la maison, c'est la technique des bras croisés. En fait, il y a des études où ils ont pu constater qu'il n'y a pas que le membre malade qui est mal perçu, c'est-à-dire que si vous avez une algodystrophie à droite, il n'y a pas que votre main droite qui sera mal perçue par votre cerveau, c'est carrément tout votre environnement à droite. Donc, on se rend compte que si l'environnement il est mal perçu, le fait de donner un ordre à votre main dans un environnement qui est mal perçu rajoute encore une difficulté en fait, à la chose. Donc, vous pouvez tout simplement essayer donc, de croiser vos mains. Vous croisez vos mains au milieu de votre corps et vous bougez les mains. Donc là, si ma main droite, c'est celle-ci qui est malade, je la mets du côté sain, du côté gauche, et du côté de l'environnement qui est sain, et j'essaie de bouger. Et on s'est rendu compte que du coup, les gens avaient moins de difficultés à bouger quand ils bougeaient leurs mains malades du côté sain, et qu'ils avaient moins de douleur en fait. Donc bon, c'est très facile à mettre en place, et il ne faut pas hésiter à le faire à la maison de temps en temps, vous croisez les mains, et puis vous essayez de bouger en regardant donc votre main malade du côté de l'environnement sain. Je vais vous refaire un petit résumé du coup des conseils que je donne aux patients et c'est presque fini. Alors, pour répéter un petit peu ce qu'on avait dit avant, en gros, il faut éviter de garder votre main immobile parce qu'on sait que l'immobilisation, c'est un facteur aggravant du coup de cette maladie. En plus, le fait de bouger votre main, ça va aider à drainer, justement, ça aide à enlever l'œdème et ça va aussi entretenir votre souplesse. Si vous ne bougez pas du tout votre main, ça en va dire encore plus. Entre les séances de kiné, il faudra essayer d'utiliser votre main de la manière la plus naturelle possible. Donc, utilisez votre main pour des mouvements qui ne sont pas trop compliqués. Par exemple, je ne sais pas, prendre une feuille ou prendre un stylo ou une canette éventuellement, mais pas trop lourd. Parce qu'il faut faire avec bon sens. En fait, il ne faudra pas faire un déménagement. Si vous avez une algodystrophie, on est sûr que vous allez flamber vos douleurs. Par contre, au quotidien, si vous pouvez attraper des petits objets ou des choses qui vous font pas mal, il faut essayer de vous en servir de manière le plus naturelle possible, donc toujours pour éviter cette exclusion dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'auto-rééducation, donc, comme je vous l'ai dit, elle a un rôle primordial parce que uniquement les séances de kiné, ça ne dure pas hyper longtemps, c'est pas tous les jours, donc si vous ne travaillez pas à la maison, vous n'allez pas avancer. Donc c'est vraiment important de bien faire de votre côté également. Donc, il faudra trouver des mouvements qui ne sont pas ou peu douloureux, que vous pourrez effectuer régulièrement au quotidien, en plus de vos mouvements imaginés. Plus on stimule, plus on avance rapidement. Donc, il faudra envisager une variété d'exercices qui ne soient ni trop durs, ni trop faciles, avec une progression qui soit douce. Donc, ces exercices, vous pourrez éventuellement les mettre en place avec votre kiné, discuter de ça avec lui. Ensuite, vous pourrez trouver des stratégies de gestion de la douleur que votre kiné pourra vous conseiller, par exemple, ou votre médecin. Par exemple, la méditation, on sait que la relaxation permet justement d'aider à contrôler la douleur, mais aussi fractionner les activités. Par exemple, si vous faites un exercice pendant 1 heure et que ça vous fait trop mal, on va fractionner cette activité, on va faire cette activité pendant seulement 30 minutes, par exemple. Par contre, on la fera plusieurs fois. C'est plus facile de supporter la douleur si on fait moins longtemps, en fait. Il serait également intéressant de faire du sport parce qu'en fait, quand on a cette maladie, c'est tout le corps qui est impacté et on sait que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps et ça aide à guérir. Autre chose qui peut aider à guérir aussi, c'est d'augmenter votre nombre d'heures de sommeil avec des siestes. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommeil il est perturbé et quand on est malade, quand on a besoin de guérir, je sais pas, comme quand on a un rhume ou une grippe, on a besoin de dormir. Et là, c'est pareil, vous avez besoin d'énergie et de bien vous reposer pour pouvoir récupérer votre main et pour qu'elle puisse guérir. Il ne faut pas hésiter à faire des siestes. Si vous vous retrouvez à dormir 10 heures par nuit, c'est pas grave, faites-le, ça vous fera du bien et ça va vous aider à guérir. Il faudra bien exprimer votre ressenti aux professionnels de santé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est sensations bizarres, des douleurs. Voilà, faut pas garder les choses pour vous, il faut vraiment les exprimer. Il faut bien dire ce qui va ou ce qui ne va pas. On est là pour vous écouter et on est là pour vous aider.
Concernant les douleurs, il va malheureusement falloir accepter de vivre avec, parce qu'on sait que les traitements antidouleurs ne sont pas efficaces à 100%. Ils vont vous soulager, mais il y aura quand même des douleurs qui vont persister. Par exemple, au lieu d'avoir mal 7 sur 10, vous aurez mal 2, 3 sur 10. Et il va falloir accepter de vivre avec ces douleurs, il n'y a pas trop le choix. Il faudra essayer de ne pas trop y penser en fait. Plus vous pensez à vos douleurs, plus elles seront présentes dans vos quotidiens et plus elles seront importantes. Donc il faut essayer de prendre un petit peu de recul. C'est facile à dire, mais il n'y a pas trop le choix malheureusement. Essayez de prendre un peu de recul et de vous dire, voilà, j'ai des douleurs, je fais avec, c'est comme ça. Surtout qu'il faut essayer de garder espoir en vous disant que c'est temporaire. Donc là, vous aurez des douleurs pendant que vous avez votre algodystrophie, donc pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Mais après, normalement, ces douleurs vont partir. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas à vie, heureusement. Par rapport, justement, comme je vous disais, aux angoisses, aux sensations de morcellement, c'est-à-dire votre membre il est en plusieurs morceaux, qu'il est amputé, enfin, toutes ces sensations bizarres, elles sont normales avec l'algodystrophie, et elles aussi, elles passent avec le temps. C'est comme la douleur, ça ne va pas rester, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas avoir un bras ressenti de manière bizarre toute votre vie, ça va passer et voilà, ça se rééduque. Si vous avez un mal-être qui est trop important et une incompréhension de la famille, des amis, des collègues ou des employeurs qui est trop importante, qui affecte trop votre quotidien, il ne faut pas hésiter à en parler avec un psychologue parce que c'est vraiment pas une situation facile à vivre en fait. Et voilà, ce serait bien qu'il y ait un petit peu moins de tabou là-dessus, mais en fait, on peut avoir des moments où on ne va pas bien. Et voilà, quand on a mal en permanence, je suis déjà passée par là, avoir mal en permanence pendant 1 an et demi. J'avais un problème au bras aussi, et franchement, ça joue sur le moral, ça joue sur tout en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire aider, c'est pas une honte de se faire aider, c'est comme ça arrive, c'est comme après un deuil, des fois on a besoin de se faire aider, donc n'hésitez pas si vous n'allez pas bien. Il y a également donc l'hypnose, comme je vous disais tout à l'heure, qui est une thérapie qui pourra aider à l'acceptation des douleurs. Donc on sait que l'hypnose, par exemple, on s'en sert pour arrêter de fumer ou perdre du poids ou des choses comme ça. C'est prouvé scientifiquement, hein, l'hypnose, c'est pas des gourous, hein, on sait que ça marche bien. D'ailleurs, c'est utilisé dans les hôpitaux maintenant pour faire des anesthésies, par exemple. Les gens sont anesthésiés uniquement avec l'hypnose. Donc c'est pour vous montrer aussi, une fois de plus, le pouvoir du cerveau. Donc l'hypnose va pouvoir vous aider justement à mieux gérer vos douleurs. Voilà, donc ça y est, j'en arrive enfin à la conclusion. Donc, pour vous rappeler qu'en fait, cette maladie, elle n'est pas dans votre tête. C'est bien des problèmes qui sont réels, qui sont des problèmes physiques, et que c'est complexe, et que ces problèmes viennent d'une perturbation du cerveau, justement, et de la commande motrice et sensitive. Et donc, on a besoin de rééduquer votre cerveau. Donc, votre investissement dans la prise en charge de cette maladie, il est hyper important. Il va falloir essayer de rester motivé et de se rendre disponible pour pouvoir récupérer le plus possible, justement, votre membre, récupérer la fonction comme avant le plus possible. L'idéal, c'est de voir un kiné spécialisé, justement, en membre supérieur, donc le bras et la main, si c'est possible, mais également des médecins. Donc, il faut savoir qu'il existe, donc pas dans les petites villes, mais souvent plutôt dans les grandes villes, il existe aussi des médecins ou des chirurgiens qui sont spécialisés en membre supérieur et qui ont également l'habitude de traiter cette maladie. Donc, ça peut être eux qui vont, par exemple, vous donner justement le traitement médical adapté. Il faudra que vous soyez investi dans votre éducation, il faudra que vous soyez motivé, donc c'est pas facile parce que ça dure longtemps, mais voilà, comme je vous disais, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Il faudra donc bien vous rendre disponible, il faudra prendre soin de vous aussi. Comme je vous ai dit, faire du sport, faire de la relaxation, enfin voilà, prendre soin de vous, parce que pour vous soigner, pour vous guérir, il faudra faire attention à vous, et si possible, il faudra que votre entourage fasse attention à vous aussi. Il faudra bien leur expliquer que vous avez besoin vous êtes malade et que vous avez besoin qu'on vous aide, enfin, en gros, à vous guérir. Il y a donc d'autres professionnels de santé qui pourront vous aider, comme je l'ai dit, les médecins de la douleur, mais également les psychologues et les hypnothérapeutes. On sait que malheureusement, l'évolution de cette maladie, elle est très lente et qu'il ne faut pas perdre espoir. Par contre, heureusement, l'évolution, elle est très souvent favorable. Si vous faites ce qu'il faut, comme je vous ai dit, tout devrait aller pour le mieux, même si ça prend du temps. Voilà, donc bon courage à vous qui souffrez malheureusement de cette algodystrophie. Merci de votre attention, merci aux courageux qui ont réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Si vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas, donc vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse mail. Et de toute manière, donc, tous les liens, toutes les vidéos et tout ça que je vous ai montré, je vous remets tous les liens sous ma présentation là, sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Le but de cette vidéo aussi, c'était de bien vous expliquer la maladie et aussi pour ceux qui n'ont malheureusement pas forcément accès aux soins, quand on habite
à la campagne, par exemple, loin de spécialistes et tout ça, j'ai essayé de vous donner les clés pour que vous puissiez vous soigner un petit peu tout seul. En sachant que l'idéal, c'est de voir un kiné bien évidemment spécialisé, mais voilà, au moins si c'est pas possible, vous aurez de quoi faire, du moins je l'espère. Voilà, merci à tous et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Bonne soirée.